Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les différentes structures de la face latérale du genou que je vous propose donc d'étudier d'avant en arrière pour des raisons pratiques. Commençons sans plus attendre par leur anatomie. Voici ici illustrée l'anatomie de la face latérale du genou. La structure la plus antérieure de ce compartiment latéral est le tractus iliotibial. Cette large bande fibreuse s'insère proximalement sur la crête iliaque où elle est tendue par deux muscles, le tenseur du fascia lata en avant et le muscle grand glutéal en arrière. Son trajet est ensuite vertical le long de la face externe de la cuisse où elle vient renforcer le fascia crural pour se terminer sur un relief osseux de l'extrémité proximale du tibia appelé le tubercule de Gerdy. Dans son trajet distal, elle passe à proximité de l'épicondyle fémoral latéral qui représente une zone de conflit potentiel dans le cadre du syndrome de l'essuie-glace. En arrière se trouve le ligament antérolatéral, fine structure renforçant la capsule articulaire qui s'insère sur l'épicondyle fémoral latéral pour se terminer sur la face latérale de l'épiphyse tibiale. Cette structure est fréquemment lésée lors des ruptures du ligament croisé antérieur sous la forme de fracture-avulsion de son insertion distale, connue sous le nom de fracture de second. Le muscle poplité, qui appartient à la face postérieure du genou, s'insère à sa face latérale par le biais d'un court tendon prenant sa naissance dans une petite fossette osseuse à la face latérale du fémur distal. Plus postérieurement se trouve le ligament collatéral latéral qui assure la stabilité en varus du genou. Celui-ci est tendu depuis l'épicondyle fémoral latéral pour suivre un trajet oblique postérieur jusqu'à son insertion distale sur la tête de la fibula. À ce niveau, il va passer entre les deux bras fibulaires du tendon du muscle biceps fémoral qui constitue l'élément tendineux le plus postérieur de ce compartiment latéral. Ce muscle appartient au groupe des ischio-jambiers, dont il est l'élément le plus latéral, avec un tendon distal constitué de deux bras fibulaires, superficiels et profonds, et un bras tibial s'insérant à la face postérolatérale du tibia. L'interligne fémoro-tibiale latérale et le ménisque latéral se trouvent en profondeur de l'ensemble de ces structures, où seule leur portion superficielle sera accessible à l'étude échographique. Enfin, l'articulation tibio-fibulaire proximale constitue l'élément le plus postérieur de ce compartiment latéral, unissant la portion proximale du tibia et de la fibula. Peu mobile, elle est intimement liée sur le plan biomécanique à l'articulation tibio-fibulaire distale à la cheville, et est le plus souvent lésée dans des contextes traumatiques impliquant cette dernière. À nouveau, l'exploration sera réalisée en légère flexion, de l'ordre de 15 à 20 degrés, afin de déverrouiller le genou et de faciliter l'étude des différents éléments tendineux et ligamentaires. Le tractus iliotibial sera exploré par une coupe coronale parallèle à son grand axe, en se focalisant principalement sur sa portion au contact de l'épicondyle fémoral latéral, où un conflit peut survenir entre les deux structures. En translatant sa sonde vers le bas, on peut également analyser son insertion distale sur le tubercule de Gerdy, qui peut être le siège d'anthésopathie. Le ligament antérolatéral est une très fine structure, souvent difficile à repérer en imagerie et pour laquelle l'utilisation de sondes de haute fréquence peut s'avérer particulièrement intéressante. C'est dans un plan coronal, parallèle à son grand axe, que ce ligament sera le mieux analysé, tendu de l'épicondyle fémoral latéral jusqu'à la partie proximale de l'épiphyse tibiale. C'est sur cette extrémité distale du ligament qu'il faut concentrer son attention à la recherche de fracture-avulsion, que l'on appelle fracture de second, et qui constitue un signe sentinelle de rupture du ligament croisé antérieur. L'articulation fémoro-tibiale latérale et le ménisque latéral sont repérés en profondeur des différents éléments tendineux et ligamentaires de la face latérale du genou. On visualise aisément les corticales osseuses des épiphyses fémorales et tibiales sous la forme de lignes hyperéchogènes et l'on cherchera principalement à ce niveau des signes d'arthropathie sous la forme de pincements articulaires et d'ostéophytose. Entre ces deux pièces osseuses se trouve le ménisque latéral, dont seule la périphérie est accessible à l'exploration échographique. Il présente à l'état normal un aspect hyperéchogène homogène et on évaluera dans un premier temps sa position à la recherche d'une extrusion supérieure à 3 mm par rapport au relief osseux de l'articulation et on cherchera également à dépister d'éventuelles fissurations sous la forme d'images linéaires anéchogènes.
Le tendon du muscle poplité sera bien exploré en coupe coronale, à hauteur de l'épicondyle fémoral latéral, où il prend naissance dans une petite fossette osseuse que l'on repère aisément. On cherchera principalement à ce niveau la présence de tendinopathie ou d'anthésopathie. On explore ensuite le ligament collatéral latéral par une coupe coronale parallèle à son grand axe en orientant sa sonde vers le bas et l'arrière en direction de la tête de la fibula. Ce ligament est toujours tendu en position d'examen. On y cherchera principalement des signes d'entorse selon la gradation habituelle en 3 stades des entorses ligamentaires, avec une entorse simple sous la forme d'un épaississement hypoéchogène, une rupture partielle, voire une rupture complète. Afin de différencier ces deux dernières entités, on s'aidera de manœuvres dynamiques en varus contrariés. Pour cela, on demande à notre sujet de rapprocher ses deux pieds et l'on positionne ensuite sa sonde à la face latérale pour garder un œil sur le ligament, tout en appuyant sur la face médiale du genou afin de vérifier la préservation ou non de l'état de tension de celui-ci. L'insertion du tendon distal du muscle biceps fémoral se fait conjointement à celle du ligament collatéral latéral à hauteur de la tête de la fibula. En coupe axiale, afin de différencier ces deux structures, on s'aidera de l'artefact d'anisotropie. En effet, en faisant osciller légèrement sa sonde, on constate que l'écogénicité de ces deux structures anatomiques apparaît légèrement différente puisque leurs fibres sont orientées différemment. Ceci permet d'obtenir une image assez caractéristique, dite de Pacman, les deux bras fibulaires du tendon du biceps fémoral représentant la face rondouillarde caractéristique du célèbre personnage, tandis que la petite gomme, au centre, plus hypoéchogène, est représentée par le ligament collatéral latéral. L'articulation tibiofibulaire proximale sera la dernière structure à analyser que l'on peut étudier tant par voie antérieure que postérieure. On y cherchera principalement des signes d'arthropathie, voire des épanchements qui peuvent parfois alimenter des kystes arthrosynoviaux, ces derniers pouvant prendre un caractère compressif sur les structures environnantes. Nous illustrons ici une pathologie de conflit classique de la face latérale du genou. Dans le cas ici présenté, on constate un épaississement hypoéchogène du tractus iliotibial au contact de l'épicondyle fémoral latéral, avec une importante infiltration liquidienne en regard de sa face profonde, correspondant à une néobursopathie dans le cadre d'un syndrome de l'essuie-glace, montré en coupe axiale, puis coronale. En Doppler, il existait une hyperémie nette au sein de cette néobursopathie. Chez ces patients, il peut être intéressant de sensibiliser l'examen en leur proposant d'effectuer l'activité physique générant la symptomatologie préalablement à l'exploration échographique, ce qui permet parfois de démasquer des atteintes débutantes et subtiles. L'échographie peut également servir à guider un geste infiltratif local en ciblant de manière précise la zone pathologique. Nous avons maintenant terminé ce tour d'horizon de la face latérale du genou, qui, comme vous l'avez vu, est très riche en éléments à étudier. Merci beaucoup pour votre attention.